Livre sur le cinéma, notamment sur les grands seconds rôles du cinéma français, et vous venez d'organiser un colloque sur la représentation de la famille dans le cinéma français. Vous faites remarquer que c'est devenu une véritable obsession ces dernières années. On va voir les affiches, c'est vous qui les avez sélectionnées, Serge Regaud. On va les voir défiler, c'est impressionnant. On ne parle plus que de famille. Si on pouvait voir ces affiches sur les grands écrans de l'émission, tout le monde en profiterait. Les voilà. C'est dommage, il y a quelque chose juste devant, si on pouvait décaler. Mais je vous laisse la parole, Serge Regaud. Qu'est-ce que vous avez remarqué? On ne parle plus que de famille dans le cinéma français, c'est ça. En tout cas, c'est devenu un des thèmes majeurs, un des thèmes récurrents depuis déjà plusieurs années, en tout cas depuis au minimum les années 2000, au même titre qu'il existe des traditions en termes de polar, etc. Désormais, j'allais dire, l'imaginaire de nos créateurs s'est resserré autour de finalement peut-être la seule cellule dans laquelle il reste un certain lien social, c'est-à-dire effectivement la famille sous toutes ses formes, avec des intrigues qui restent pour l'essentiel des intrigues familiales et qui sont souvent déconnectées des grands enjeux de la société, avec des problèmes de nostalgie, de conflits de génération, d'enfants qui grandissent, qui partent, de familles effectivement recomposées, mais c'est quand même un considérable resserrement de l'imaginaire des créateurs du cinéma français. Désolé de dire ça devant Sylvie Testud, qui a beaucoup donné dans ce domaine, mais le constat est là. Et j'ajouterais que par rapport à ce constat de quantité tout à fait extravagante de films autour de la famille, d'ailleurs on retrouve des choses comparables dans les séries télévisées. C'est drôle parce que dans les films que vous avez choisis, il y a beaucoup de films où les gens sont malheureux à l'intérieur de la famille, parce que vous dites c'est le seul lien qui tient. Oui, mais à la fin quand même, voilà, alors, à la fin la famille... On lutte contre un lien qui est trop fort pour nous, on voudrait s'en sortir, parce qu'en fait il y a toujours ça quand même dans tous ces films, c'est comment on s'affranchit de la famille. À la fin, la famille est toujours réconciliée. Alors c'est quand même ça. Non, pas toujours. Pas dans tous. Pas dans tous. En tout cas, ce qui est sûr, il y a un affranchissement. Deuxième point, c'est que même lorsqu'il y a un petit peu de malheur, ce malheur est quand même contingent et ne remet pas en cause globalement la question du caractère vertueux de la famille. Marcel Gaucher opine du chef. Alors c'est évidemment un peu méchant parce que parmi les films que nous avons vus, nombre des réalisateurs considèrent qu'ils font du cinéma d'auteur, mais je dirais qu'ils fonctionnent sur la base du théorème papa, maman, la bonne et moi. C'est-à-dire que papa, maman, la bonne et moi... C'était un film célèbre des années 50 de Jean-Paul Le Chanois, qui certes est relatif à la difficulté de faire cohabiter des générations, des parents, des grands-parents, etc. Alors il y a effectivement un certain nombre de contingences, d'ennuis, d'engueulades, mais in fine, ça fonctionne. Et globalement, ces films n'ont pas de point de vue, j'allais dire, critique à l'égard de l'institution familiale. L'autre élément qui est évidemment lié, qui est complémentaire, c'est que cet univers est un univers qui est totalement... Laissez-le terminer, vous pourrez réagir, laissez-le terminer. Qui est totalement typé, si on fait des comparaisons, je pense qu'on y viendra du point de vue sociologique. C'est-à-dire ça se passe pas dans le prolétariat, ça se passe pas dans le monde rural, ça se passe finalement, et c'est la discussion que nous avons ici, globalement dans la bourgeoisie urbaine, qui finalement est assez exonérée des problèmes fondamentaux que vivent la majorité des gens autour de la question. Effectivement, il y a beaucoup de films comme ça d'auteurs qui se font et que personne ne va voir. C'est pas totalement faux, c'est statistique. Moi j'ai joué dans certains films comme ça, statistiquement c'est faux. Qui ont eu très peu d'entrées. Je dis pas que les films n'ont pas eu d'entrée. Ah non, je ne parle pas du tout de la question d'avoir des entrées ou pas d'entrées. Non. Il y a des films sur des problèmes sociaux autres que des problèmes de bourgeois et qui ne trouvent pas forcément leur public. Il y a un très beau film récemment, pour rebondir dans votre sens. Le film de Catel Thieveré, Suzanne, est un film sur la famille dans un milieu effectivement populaire. C'est un magnifique film, mais encore une fois, ça n'est pas l'arbre qui doit cacher la forêt. Tendanciellement, la plupart des films dont on voit les affiches se déroulent de manière prévalente dans un milieu qui est plutôt un milieu, effectivement, de la bourgeoisie urbaine. Et il n'y a pas de point de vue, j'allais dire, de critique fondamentale à l'égard de l'institution familiale. Alors, ce qui m'a frappé dans le colloque que vous avez organisé, c'est justement, c'est le premier point, c'est-à-dire que ça donne une image de la famille vertueuse et qui va, dites-vous, totalement à l'encontre de l'image de la famille que projetait le cinéma français autrefois. Alors, vous donnez énormément d'exemples, c'était des critiques radicales de la famille. La littérature aussi, on se souvient tous de fameux Famille je vouais d'André Gide dans Les Nourritures
extraterrestres. Tous les écrivains disaient du mal de la famille, tous les cinéastes français disaient du mal de la famille, dans Goupil-Bain Rouge de Jacques Becker, dans Les 400 coups de François Truffaut, dans La vie d'un honnête homme de Sacha Guitry. Je peux pas tous les passer. J'ai choisi un extrait de Les Inconnus dans la maison d'Henri Decoing. C'est la plaidoirie célèbre de Rému, dans cette salle de tribunal, où tout à coup il va faire le réquisitoire de la famille. Il y en a pour 3 minutes. C'est d'une cruauté sans nom et ça résume la vision que le cinéma français a eu pendant très longtemps de la famille. Écoutez, c'est Rému. Monsieur le Président, je vous supplie de m'entendre. Voilà 20 ans que je n'avais pas mis les pieds au palais. Si hier matin, j'ai bousculé tous mes placards pour retrouver ma robe, si j'ai repris ma place à ce banc, ce n'est pas pour me laisser arrêter dans ma tâche par de vaines considérations de respectabilité bourgeoise. Je ne cherche pas le scandale, quoi qu'en pense monsieur l'avocat général. Mais je ne l'éviterai pas non plus s'il doit m'aider à faire jaillir la vérité devant vous, mais pas cette vérité bien mise, bien attifée, qui se rend aux invitations formulées dans les règles, la vérité toute nue, qui sort du bain, comme une belle garce qu'elle est, quitte à établisser un peu autour d'elle. Des mots. Vous voulez des faits? Si mon neveu, qui n'est certes pas d'une intelligence supérieure, mais qui n'est pas non plus le parfait petit crétin dont il se donne le genre, a pu organiser cette imitation de gangster, c'est qu'il étouffait chez lui. Il ne pouvait plus supporter les gémissements, les mamours de sa mère, les turlupinades de son père. Tu entends, Marthe? Si tu avais été une mère plus compréhensive, plus normale, et si ton mari avait moins couru les putes, ton fils n'en serait pas là. Chez monsieur d'Estrivaux père, c'est autre chose. Il est caissier, et il promène dans la vie le grillage de sa caisse comme une cage portative, dont s'y s'entoure pour dîner, aimer, dormir. Regardez-le dans la salle. Quel contact un fils peut-il avoir avec ce parfait fonctionnaire? Chez les Dayas, c'est différent. Chacun barbote dans le tiroir caisse. L'enfant grandit au milieu des disputes, des engueulades, des batailles. Ephraïm Lusca fuit la boutique de ses parents parce qu'elle sent mauvais, tout simplement. Quant à Nicole Loursac, elle a passé toute sa jeunesse en face d'un ivrogne crasseux et repoussant. C'est moi-même, messieurs, sans nulle vanité. Reste le cas de Madame Manu. C'est un cas curieux et banal en même temps. Tandis que Madame Dossin passe ses jours et ses nuits vautrée sur un divan, Madame Manu se lève à 5 heures du matin pour astiquer ses parquets. Tandis que les Dayas font valser les bénéfices de la charcuterie, Madame Manu compte sou à sou. Tandis que M. d'Estrivaux s'enferme dans son mutisme, Madame Manu fait la conversation à son fils. Et la nuit, laisse ouverte la porte de sa chambre pour surveiller et veiller sur son sommeil. C'est une mère parfaite, c'est une sainte. Rien d'étonnant que Manu n'ait eu qu'une idée. Foutre le camp. L'évasion! L'évasion! Voilà ce que cherchaient ces enfants écœurés par l'image de la bourgeoisie qu'ils trouvaient chez eux. Ils étaient prêts à faire n'importe quelle sottise pour se libérer d'un conformisme étouffant. Serge Rebourg, voilà le genre de scène qu'on n'imagine plus, d'après vous, dans le cinéma français aujourd'hui. C'est impossible. C'est impossible. Alors, je dois dire que... Mais c'est même un langage différent. C'est ça aussi comment on s'adresse différemment à l'autre. C'est un réquisitoire totalement accablant, mais qui, d'une certaine manière, est aussi lié au fait de la disparition de cette thèse-là dans le débat public. Pour les gens de ma génération, le Mort de la famille de David Cooper était un best-seller. Qui oserait aujourd'hui se réclamer de ça? Au cinéma, Ken Loach, lorsqu'il fait Family Life, il se retrouverait dans aucun des propos qui ont été tenus ici. Parce que finalement, par-delà tout ce qui vous sépare, finalement, vous êtes tous sous le même pavillon, le pavillon finalement de la famille vertueuse. Alors parmi vous, effectivement, il y a des extrémistes, des extrémistes archéo et des extrémistes néo, mais finalement, tout le monde est finalement dans le même trip autour de la famille. Or, il y a effectivement dans le cinéma français à l'époque une posture qui est totalement à l'extérieur, qui est une posture totalement critique et qui dénonce la famille
famille, au sens effectivement de la famille dans le slogan travail, famille, patrie, et qui considère qu'effectivement la famille en soi est pernicieuse. C'est le film de Ken Loach qui aboutit finalement sur un film contre la psychiatrie, parce que la seule issue pour se sauver effectivement de l'aliénation familiale, etc. Donc, les 400 coups, c'était la maison de correction. Exactement. Alors bon, il ne s'agit pas là-dessus de formuler un jugement de valeur, mais de faire le constat de ce que effectivement cette position-là a disparu du débat public. Oui, mais parce que quelque part, il y a un moment où on a l'impression que le poids de la famille était si grand qu'on avait absolument envie de s'en extraire et qu'on essaie, voilà, et que maintenant on se sent un peu de seul. Justement, on va poser la question à tout le monde.